Veille de la reprise des manifestations de l'opposition en Guinée, une délégation du gouvernement a tenu une rencontre avec le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Explosion d'une bombe en Égypte, revendiquée par la branche locale du groupe État islamique. Ce nouvel attentat a fait 3 morts dans le rang des militaires. Naufrage d'un chalutier en Méditerranée. L'Union européenne a convoqué une réunion d'urgence ce lundi. Y seront les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Bonjour chez vous, bienvenue à ce rendez-vous de partage d'informations. L'explosion d'une bombe a fait 3 morts dans le rang des militaires ce lundi. C'était au passage de leur véhicule blindé dans le Sinaï en Égypte. Ce nouvel attentat a été revendiqué par la branche locale de l'organisation État islamique. Soulignons que le Sinaï est le bastion du groupe Ansar Beit al-Maqdess, rebaptisé récemment province du Sinaï pour marquer son allégeance à l'émirat autoproclamé par l'État islamique. Selon les autorités, plus de 500 policiers et soldats ont été tués dans ces attaques depuis 2013. Certaines ont également visé des policiers et soldats au Caire. En Afrique du Sud, les autorités réagissent face aux actes de violence xénophobes qui sévissent dans le pays depuis plusieurs jours déjà. Le gouvernement a promis dimanche de punir les auteurs de ces actes qui ont déjà fait au moins 7 morts. Des sanctions pour réprimer les auteurs des violences xénophobes en Afrique du Sud. C'est la promesse faite par le gouvernement sud-africain face aux récents incidents qui se sont produits dans le pays depuis fin mars. Les violences ont déjà fait au moins 7 morts selon la police sud-africaine. Le président Jacob Zuma, accusé de passivité au premier jour des incidents, s'est rendu à Durban pour y rencontrer des étrangers regroupés dans un camp après avoir fui leur quartier pour échapper aux agressions qui, selon les autorités, ne resteront pas impunis. Nos officiers de police travaillent très dur sur le terrain pour faire en sorte que ceux qui sont impliqués dans les actes de violence soient arrêtés, condamnés et poursuivis en justice. Pour l'instant, 307 suspects ont été arrêtés en relation à des attaques commises sur des Sud-Africains d'origine étrangère et aux actes de violence perpétrés sur notre territoire. Nous sommes sur le terrain et nous abordons les différents problèmes. Mais pour assurer la sécurité du pays, il faut aussi que les Sud-Africains jouent le jeu. Au total, plus de 300 personnes ont été arrêtées depuis le début des violences xénophobes en Afrique du Sud. Vu l'ampleur de la situation, les gouvernements du Zimbabwe, du Malawi, de la Mozambique et de la RDC ont annoncé le rapatriement de leurs ressortissants. Rappelons que l'Afrique du Sud avait déjà connu des émeutes similaires en mai 2008 qui avaient fait 62 morts. Reprise des manifestations de l'opposition ce lundi pour exiger l'annulation du calendrier électoral contesté en Guinée. Dimanche, une délégation du gouvernement a rencontré le chef de l'opposition, l'ex-premier ministre Cellou Dalein Diallo. Cette rencontre entre le pouvoir et l'opposition est la première depuis près d'1 an et demi. La démarche visait à réitérer à l'opposition la ferme volonté du gouvernement de renouer le dialogue. Seule voie permettant d'aboutir à un climat politique apaisé et à des élections inclusives. Le chef de l'opposition a cependant précisé qu'il était hors de question de suspendre les manifestations sans garantie d'application d'un accord de 2013 prévoyant la tenue des élections locales avant la présidentielle. Parlant toujours élections, eh bien, il y en a également au Togo, élection présidentielle. Démarrée le 10 avril dernier, la campagne électorale dans le cadre donc de ce scrutin présidentiel est très peu animée dans la capitale togolaise. Elle est surtout marquée à Lomé par des affiches de certains candidats. Le constat est fait dans ce reportage par nos envoyés spéciaux à Lomé dans le cadre de cette élection.
96 heures après le lancement de la campagne électorale au Togo pour le scrutin présidentiel du 25 avril prochain, Lomé, la capitale, semble être à la couleur locale d'un seul candidat sur les 5 à 7 élections. Un tour dans les différentes artères de cette ville, les panneaux et les bordures en disent long. Moi j'ai circulé toute Lomé et j'ai vu que c'est seulement 1, 2 ou 3 affiches des autres candidats, mais partout en ville, vous allez voir Faure Gnassingbé, son affiche qui est partout. Alors que certains panneaux publicitaires sont encore vierges, les challengers du président sortant, à l'exception de ces deux, préfèrent coller leurs posters contre les murs. Pour les affiches, ça c'est pas là la question même. La question, c'est comment avoir la victoire. C'est la victoire qui nous intéresse, non pas les affiches. Les affiches, ce sont des représentations, mais et peu importe. Ici, au siège du parti L'Union pour la République, le parti de Faure Gnassingbé, l'heure est à la mobilisation de toutes les couches, surtout les jeunes aux idéaux du candidat. Tout se passe bien ici au siège du parti, les jeunes sont mobilisés, les vieux sont mobilisés, tous les militants, et puis bon, tout le monde est engagé totalement dans la séduction des électeurs pour la victoire de notre grand parti. Pas d'animation propagande particulière à Lomé dans ces premiers jours de cette campagne et pour cause, tous les candidats à la conquête des suffrages des Togolaises et Togolais afin de diriger pour les 5 années à venir le Togo ont pris d'assaut le nord du pays. Le démarrage de la campagne, au sud ici un peu timide, puisque la campagne proprement dite a commencé vers le nord en venant vers le sud. Donc ça dépend du programme de chaque candidat. Des jeunes convaincus des réalisations du président sortant, candidat à sa propre succession, ont déserté les ateliers et autres préoccupations pour battre campagne pour leur leader. Les candidats à l'élection présidentielle de 2015 au Togo ont encore plus d'une semaine pour convaincre leurs électeurs, puisque la fin des campagnes électorales est prévue pour le 23 avril à minuit, selon le code électoral togolais. En Libye, les négociations entre les deux parlements rivaux sont en passe de déboucher dans les prochains jours sur un accord final. L'annonce a été faite dimanche par l'émissaire de l'ONU pour la Libye. Ce fut au terme d'un 3e round de pourparlers au Maroc. Pour plus de précision, nous vous invitons à suivre Bernardino Léon. Il est l'émissaire de l'ONU pour la Libye. Nous avons de bonnes nouvelles. Nous avons maintenant un texte dont 90%, c'est des éléments que le parti peut accepter. Donc c'est déjà très important. On a un texte qui ressemble beaucoup à ce qui pourrait être un accord entre tous les partis. Permettez-moi de réitérer notre préoccupation, notre condamnation et notre rejet à l'action de groupes armés qui essayent de compliquer ce dialogue, de compliquer la possibilité d'une solution pacifique et évidemment notre condamnation à toute action terroriste qui aussi cherche à empêcher un accord politique. Le naufrage d'un chalutier chargé de migrants au large de la Libye. Il a redouté une véritable hécatombe en Méditerranée avec quelques 700 morts. 450 morts avaient déjà été enregistrés la semaine surpassée. Plus de 700 personnes étaient à bord de ce chalutier qui a chaviré à environ 130 km des côtes libyennes dans la nuit de samedi à dimanche. 28 survivants ont été récupérés par un navire marchand portugais, d'après le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Les gardes-côtes italiens ne confirment pas le chiffre de 700 personnes à bord, mais il s'agit bien d'un chalutier de 20 mètres de long, capable de transporter plusieurs centaines de personnes. Cette nouvelle tragédie en Méditerranée fait suite à 2 naufrages la semaine dernière. L'un a fait 400 disparus, l'autre plus de 40, considérant le récit de survivants confié à l'Organisation internationale pour les migrations et à des ONG. L'Allemagne, l'Italie, la France et la Slovaquie avaient rendu public vendredi une déclaration commune pour réclamer une solution forte au niveau européen. Le pape François a exhorté de son côté samedi
la communauté internationale à agir face à la succession de ces épisodes tragiques. Pour le chef de l'État italien, ces vies brisées compromettent la dignité de la communauté internationale qui risque de perdre l'humanité. L'Union européenne a annoncé qu'elle allait réunir ses ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur pour prendre des mesures lundi à Luxembourg. Le président François Hollande, quant à lui, a qualifié ce dimanche le nouveau naufrage de pire catastrophe de ces dernières années en Méditerranée et demandé le renforcement du nombre de bateaux de surveillance de l'opération Triton. Si c'était confirmé, ce serait la pire catastrophe de ces dernières années en Méditerranée. Nous devons là aussi renforcer le nombre de bateaux qui sont dans le cadre d'une opération qui s'appelle Triton. Rien que le nom n'est pas forcément adapté à la situation. Donc plus de bateaux, plus de survols par des avions et puis également une lutte beaucoup plus intense par rapport au trafic. Évoquant une catastrophe terrible, le chef de l'État a qualifié les passeurs impliqués dans cette tragédie de terroristes. Le drame fait redouter une véritable hécatombe en Méditerranée. Le chef du gouvernement italien Matteo Renzi a réclamé dimanche la réunion d'urgence d'un sommet européen pour discuter de la question de migration et des mesures. Entre 500 et parfois 1000 personnes sont chaque jour récupérées par les gardes-côtes italiens ou des navires marchands. Plus de 900 migrants ont perdu la vie depuis le début de l'année en effectuant la traversée entre la Libye et l'Italie. Place maintenant à la revue de presse. Joël Tangi, bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous. Revue de presse de ce matin, démarrons par la Libye. Encore une nouvelle vague d'exécutions. L'État islamique a encore fait parler de lui ce week-end. Oui, c'est l'émoi et la consternation en Libye. Africom rapporte, l'UI a rendu public une vidéo de l'exécution des chrétiens d'Éthiopie. Merija précise, ils sont en tout 28 chrétiens d'Éthiopie à être exécutés. Jeune Afrique présente un autre chiffre. Une trentaine de chrétiens éthiopiens exécutés par l'EI. Rimweb donne à lire la réaction du gouvernement éthiopien. L'Éthiopie condamne l'exécution des chrétiens présumés. Et une nouvelle fois objet d'attaque, la base de l'ONU en Somalie. Tout à fait, pas d'accalmie de ce côté-là, rapporte Dakar Flash, qui note une explosion à l'entrée d'une base de l'ONU en Somalie. Bourse Créole pointe 3 soldats de l'Union africaine tués par les Chebab. Slate Afrique, même titre à la une, 3 soldats de l'Union africaine tués par les Chebab. Nous allons au Nigeria à présent. Après Ebola, le pays fait face à une maladie qui semble mystérieuse. Tout à fait. Pour l'instant, on ne comprend pas ce qui se passe, mais il y a des morts. Et Maliweb, ce n'est pas une rumeur, confirme à sa une qu'une maladie mystérieuse frappe le Nigeria. Africa Newsweek étale un bilan de déjà 17 morts dans le sud-ouest du Nigeria. Pana News précise qu'ils sont plutôt 18 morts au Nigeria. Œil d'Afrique s'est intéressé à toute autre situation des affrontements intercommunautaires entre pêcheurs et éleveurs qui ont fait au moins 23 morts. Et en Guinée-Conakry, l'opposition et le gouvernement sont toujours dos à dos malgré les appels au dialogue. Tout à fait. Le dialogue, de part et d'autre, on a essayé de faire des démarches. Nous rapporte Guinée 360 qui mentionne que Cellou Dalein a reçu 6 ministres émissaires du gouvernement. Vision Guinée, une délégation du gouvernement chez Dalein, la relance du dialogue au menu des échanges. Guinée-Conakry Info évoque la crispation politique en Guinée, un autre lundi inquiétant. Pourquoi? Guinée News rapporte que Cellule persiste et appelle à une mobilisation sans précédent. Mais le gouvernement interdit la marche. Et nous atterrissons au Bénin. Après des jours de retard, les électeurs commencent à retirer leurs cartes. Oui, c'est un nouveau de soulagement pour les électeurs. Nous apprend Bénin Info qui parle de démarrage de la distribution des cartes d'électeurs à Cotonou. Adinakou, parlant toujours de la distribution des cartes, nous rappelle qu'aujourd'hui,
C'est une journée déclarée chômée et payée. Le matinal revient sur la même information. La journée du 20 avril 2015 est déclarée journée de la citoyenneté par le gouvernement. Question de permettre aux électeurs d'aller retirer le carte d'électeur. Et parlant de la campagne, la Nouvelle Tribune affiche à sa une campagne électorale. Les FCBE perturbent des meetings de partis d'opposition. Journée chômée payée, vous êtes au boulot. Comment est-ce que vous allez pouvoir retirer votre carte d'électeur? Vous savez, c'est la croix et la bannière, c'est la vie du journaliste, mais il reste avant tout aussi citoyen. Il va falloir trouver la formule certainement avec les responsables pour pouvoir aussi s'acquitter de ce devoir. C'est une journée de citoyenneté, a-t-on dit. Il faut aller y passer 5 heures de temps pour avoir sa carte d'électeur. Ça devient compliqué, c'est vrai. Merci à vous, Joël Tonji, pour cette C'est moi, revue. Claire. Et merci à vous également pour nous avoir reçus chez vous. C'est la fin de cette édition.